Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Shop des Titans un peu spécial que nous faisons tous les 6 mois. Vous l'avez deviné, c'est l'épisode spécial de la Summer Edition 2025 de Shopify qui s'appelle Horizons, qui présente pas mal de nouveautés, plus de 150 qui ont été annoncées, ou 150 piles, je sais plus. Donc il y a pas mal de choses, évidemment on va pas voir tout aujourd'hui, mais je suis accompagné de Julien, salut Julien. Salut Simon. Et de Ben pour nous en parler. Du coup, il y a 11 thèmes en tout, mais on va en faire que 10 parce qu'il y en a un qui concerne Shop, l'application Shop et qui ne nous concerne pas beaucoup, et d'ailleurs vous non plus normalement. Et on va démarrer tout de suite avec le premier thème qui est justement les thèmes. Est-ce que Julien, tu peux nous en parler rapidement et on va essayer de faire. Voilà, on va être en mode speed là et on fera un peu plus de détails si vous voulez sur les prochains épisodes, sans doute. Ouais. Alors. Pour cette Summer Edition, Shopify nous donne accès à un tout nouveau thème qui s'appelle Horizon. Voilà, attention, hyper original. Ce nouveau thème, il donne accès à beaucoup plus de customisation que nous donnait historiquement Dawn, qui était un peu daté maintenant. Donc celui-là, il est bien plus moderne. Il utilise, on va dire, quasiment dans l'intégralité les theme blocks. Ouais. Chose qui avait été un peu teasée ouais, récemment. on avait évoqué avec Thibaut notamment ça dans un des podcasts. Donc là, ce thème, il se pose beaucoup sur cette logique-là. Beaucoup de nouvelles sections assez intelligentes, des product cards qui utilisent les theme blocks, donc hyper modulables, hyper flexibles. Un relift des paramètres aussi. Les options qu'on a sur la personnalisation du thème, c'est un relifting et il y a des ajouts et je trouve que les paramètres conditionnels, c'est quelque chose qui est pas mal. C'est-à-dire que quand on a par exemple une image ou une vidéo, ouais, ça va afficher pas les mêmes options qui suivent derrière. On peut désactiver l'un ou l'autre en fait pour éviter, parce que historiquement quand on avait une photo et une vidéo, on les avait à la suite et on remplissait un ou l'autre. Et là, on peut décider d'en désactiver un si on le souhaite. Visuellement, c'était très chargé, donc là, ça évite ça. Ouais, ça serait un peu plus clean. Ouais. Autre ajout assez important, c'est l'ajout du code promo dans le drawer, le card drawer. Donc, on n'a plus besoin d'attendre jusqu'au checkout pour pouvoir ajouter un code promo. On l'a directement dans le drawer. C'est une toute petite nouveauté, mais avec un impact énorme, quoi. C'est pas mal. Après aussi, c'est un peu plus accessoire. On peut créer une section, on peut renommer cette section. Des fois, c'est pas très parlant suivant le shop. On peut la copier, la coller à d'autres endroits. Le contenu. Donc, il y a beaucoup de clients qui sont impactés par ça, de régénérer une section entière, de re-remplir le contenu. Donc là, maintenant, on peut copier-coller en l'état. En édition, c'est super important. En fait, ça va permettre d'avoir des références, un petit peu de bibliothèque et de pouvoir les réutiliser assez vite. Donc, vraiment, si on veut créer du contenu sur le site, on peut répliquer sur la homepage, sur la page produit, sur la page collection, beaucoup plus rapidement et facilement. Ouais. Et juste petite précision sur les thèmes. Donc, il y a en effet un des thèmes qui s'appelle Horizon, mais il y a 10 thèmes différents avec 10 thématiques. Et ces thèmes s'appellent les thèmes Horizons avec un S. Et il y en a un de ces 10 qui s'appelle Horizon. Donc, c'est un peu confusant, mais il y a 10 en effet thèmes un peu thématiques. Il se base sur cette version assez poussée. Donc, pour remplacer Down, qui était un thème assez basique, ils ont fait 10 thèmes thématiques plutôt cool, qui sont assez sympas. Mais voilà, qui sont pas à fond dans la personnalisation, mais en effet avec les theme blocks que tu viens d'évoquer, on va pouvoir ajouter des petites briques comme ça au fur et à mesure. Exactement. Voilà. Donc, globalement, relifting plus fluide, plus pratique et plus moderne. Top. Très cool. Il y a plein d'autres choses autour des thèmes. Encore une fois, on fera sans doute un épisode un peu plus profond sur le sujet. Deuxième thématique, toujours pour toi Julien, c'est sur Sidekick, donc qui est l'agent IA, le support IA de Shopify qui répond à plein de questions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouveautés qui ont été annoncées là-dessus ? Oui. Alors, en lien avec ce nouveau thème, Sidekick peut désormais créer des composants, des blocs, des sections. On peut lui dire coucou, crée-moi une section bannière. Il va te créer la section avec les options que tu demandes. Donc voilà, avec le code disponible, on peut éditer le code après coup. Donc ça, c'est très cool. Sidekick peut aussi créer des images, générer des images par lui-même, avec un prompt
assez pointu, j'imagine, parce que on l'a Ouais. pas encore testé. On a regardé un peu tout à l'heure. Historiquement, Shopify permettait de faire des backgrounds sur des Oui. photos sans fond, Mhm. assez basiques entre guillemets. C'était déjà très très bien, mais voilà. Et là, en effet, il va pouvoir générer des photos de A à Z, quoi. Ouais, voilà. Là, c'est. En fait, il se met un peu au niveau de ce que l'IA nous donne aujourd'hui. Il se met quand même une grosse mise à jour. Et pour faire le parallèle juste avec l'élément du dessus, en fait, si jamais tu demandes à Sidekick de générer une section et que tu lui dis dans ma section je veux qu'il y ait une image, automatiquement il va te créer une image pour éviter l'espèce de truc noir et blanc habituel que tu as qui inspire Ouais, pas ouais. trop quoi. Voilà. Quoi d'autre? Sidekick parle 20 langues maintenant, donc il nous comprend mieux. On peut aussi faire des calls pour qu'il nous aide vocalement plutôt que de le taper dans le petit chat. Ça peut être utile. Et dernière chose, c'est qu'il est dispo sur l'app mobile Shopify. Voilà, c'était exclusivement sur ordinateur, sur desktop. Donc maintenant, ils l'ont rendu accessible sur Ça le téléphone. marche. Très cool. Donc ouais, donc plus de précision sur les questions qu'on va pouvoir lui poser et il va pouvoir aider à faire pas mal de petites choses aussi. Troisième point, c'est la partie POS, ce qui était appelé vente au détail, c'est ça dans la thématique de la Summer Edition. Est-ce que Ben, toi qui es le spécialiste du sujet, tu pourrais nous faire un petit résumé de tout ça? Ouais, tout à fait. Bah là, c'est l'annonce officielle du lancement de la V10 en fait de POS sur Shopify. Donc pas mal de modifications, grande partie sur l'UX, possibilité d'ajouter un fond d'écran sur les pages de login. L'UX c'est un petit peu retravaillé pour se rapprocher un peu plus du back office qu'on a sur Shopify. Donc on s'y retrouve un petit peu si on alterne entre POS et Shopify. Globalement, il y a aussi un cheminement où en fait, on va toujours garder un peu le panier qui est actif sur la droite et toutes les fonctions de recherche, de tri, de machin, etc. vont plutôt s'activer sur la partie gauche de l'écran pour toujours garder un petit peu en mémoire dans quel contexte on utilise un petit peu tout ça. Il y a une petite évolution qui est assez cool, qui est la gestion des commandes mixtes en une fois, qui n'était pas le cas auparavant. Un client souhaite deux produits, un est disponible en boutique, l'autre n'est disponible qu'en expédition. Eh bien, on peut faire directement un panier qui va gérer ces deux modes directement. Ma feature préférée de POS, c'est que le crédit en magasin qui était disponible seulement sur le site e-com est enfin disponible en magasin. C'était demandé par certains de nos clients d'ailleurs. Son nom est officiellement cohérent, le crédit en magasin est disponible en magasin. Et ensuite, deux autres petits points et on va clore POS là-dessus. On a la possibilité de demander le consentement marketing au client a posteriori de la commande via SMS. Trop cool Pas ça. perdre trop de temps là-dessus, c'est plutôt vous recevrez un SMS si jamais vous voulez suivre un petit peu les nouveautés de la boutique. Et seulement exclusivement pour les clients POS Pro, la possibilité d'intégrer des réductions sur des commandes provisoires et d'avoir des options de paiement par appareil. C'est-à-dire qu'on peut se dire que je peux accepter les chèques que sur telle tablette par exemple ou du virement fractionné, du paiement fractionné que sur le téléphone de telle personne dans telle boutique. Ok, ça marche, Voilà. hyper cool. Et du coup, sur une thématique qui est un peu en prolongement avec ça, alors qui ne concerne pas forcément que la partie POS, mais c'est la partie paiement, est-ce que tu as aussi des informations à nous donner supplémentaires là-dessus? Tout à fait. Et bah, toujours le même rappel pour les clients qui n'ont pas passé les pages de paiement, les pages de remerciement et de statut de commande. La mise à niveau sera lancée quoi qu'il advienne le 26 août. Donc 2026, donc pensez à anticiper un petit peu tout ça pour s'assurer que vous êtes sur cette nouvelle version et pas sur l'ancienne. Le checkout est annoncé comme étant plus rapide. Il y a de l'intégration d'IA sur Shopify Payment pour la détection des fraudes. Apple Pay est enfin disponible comme étant un moyen de paiement direct via Shopify Payment. Donc c'est calibré via Shopify Payment. C'est plus un dynamic checkout. Donc c'est vraiment considéré comme étant un mode de paiement dans le checkout natif. Ouais, ça je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important parce qu'avant c'était en effet dans les systèmes de paiement rapide. Et c'est vrai que des fois, je pense que certains clients devaient le louper. Là, dans la listing des paiements, il y aura Apple Pay et là, c'est quasi sûr qu'on ne pourra pas passer à côté, quoi. Je sais pas, ça risque. Ça devrait augmenter un peu la conversion sur certains types de clientèle. Ouais. Assez sûr, ouais. Apple Pay, du coup, toujours est utilisable maintenant sur les produits en abonnement. Et petite dinguerie sur cette partie paiement, on a un gros bloc qui est présent ici et qui intègre, attention, une mise à jour sera annoncée le 12 juin. Donc vous pouvez vous inscrire pour savoir ce que sera cette mise à jour. Mais c'est Pas vrai plus de news. Mais il y a un teasing. C'est une belle surprise. Ouais. Ok, très cool. Je
Je vois aussi dans nos notes qu'on avait Apple Pay utilisé avec les produits en abonnement. Tu l'as dit ou pas? Je me souviens Ouais, je plus. l'ai dit. Ouais, ok, Justement. pardon. Ça marche. 5e partie sur la partie plutôt internationale. Ouais. Également, il y a eu quelques trucs intéressants qui ont été donnés. Il y en a eu pas mal. Alors, on attendait justement les managed markets, un truc, une interface ultra avancée, etc. C'est un déploiement qui est progressif. J'ai pas l'impression qu'on va avoir l'intégralité de ces fonctionnalités-là. Il y en a quelques-unes qui sont notées que pour les US. Ça avait été un peu teasé au la dernière édition, on est d'accord. Ouais. Tout n'est pas encore disponible. Il y a certains éléments qui seront disponibles que pour les US. Mais donc, en gros, petit à petit, vous allez voir progressivement une option qui va vous proposer de faire passer vos marchés de la partie paramètres à la partie directement back-office, donc vraiment un élément qui va être présent sur la gauche pour avoir une logique plutôt conditionnelle de gestion de vos marchés, avec des possibilités de marché sous marché, et te dire par exemple des règles spécifiques sur l'Europe, mais dans ces règles, je veux un truc plus spécifique pour la France. Tout ne sera pas au même niveau, vous pouvez créer des règles par région plus spécifique à l'intérieur de vos marchés, donc assez intéressant. Ça va être ouvert sur 16 nouveaux pays. Alors, je ne vous les liste pas, ils sont quasiment tous dispo c'est que des pays d'Europe en fait. Lituanie, Luxembourg, il y a le Mexique, pardon. Donc, pas que... J'avoue que moi j'ai découvert que c'était pas disponible dans ces pays-là, tu vois. Je savais pas que c'était limité encore sur certains pays, mais ok, cool. Ouais, tous les pays du monde sont pas encore disponibles, ils le déploient progressivement. Alors, point très intéressant pour les personnes qui fonctionnent avec des structures juridiques distinctes en fonction des marchés. C'est la brique peut-être la plus importante structurelle des managed markets, c'est les entités commerciales. Si vous êtes sur Shopify Plus, vous avez la possibilité de pouvoir facturer et du coup encaisser les recettes de vos activités aux US sur une entité commerciale US. Pareil pour la France, pour l'Europe, en fonction de comment vos marchés sont mis à disposition. Donc ça répond à pas mal de structures de boîtes. Donc on pourra faire transiter des fonds sur des comptes Stripe différents, par exemple, ou un compte Stripe, un compte Shopify Payments. C'est ce qu'on en comprend. Il faut qu'on le teste pour être sûr que c'est vraiment comme ça. Et pour aller également dans ce sens-là, Shopify se base historiquement sur son propre calcul des conversions de devises. Si jamais justement dans ce contexte côté US, tout est géré côté US dollar, etc., vous avez aussi du coup la possibilité de percevoir ces paiements directement sur vos comptes dans la devise qui vous correspond. Donc pour éviter justement ces fameux taux de change. Donc ça peut être un gain assez important sur le global de vos commandes internationales. Ouais, très cool. Voilà, et dernier petit point là-dessus, et après je vais clore le sujet international, c'est sur la gestion du consentement, où du coup maintenant on a la possibilité de respecter des normes en fonction des différentes régions. Donc avoir un suivi du consentement spécifique dédié pour les US et un suivi du consentement dédié plutôt pour l'UE. Ok, trop bien. Très cool. Et bien, 6e partie sur les 10 qu'on va faire, la partie marketing. Donc là, c'est moi qui m'y colle. Je vais pas les faire tous non plus. Premier point qui est hyper intéressant, ça s'appelle Powerful Promotion. Ça permet de créer des codes de réduction qui s'appliquent à plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un code de promotion qui vous offre les frais de port. Vous pouvez faire un code de promotion qui vous fait une remise à un produit, une remise à plusieurs produits. Là, vous pouvez créer un code promo, par exemple, qui va faire une remise sur les frais de port à 100%, plus une remise sur le produit, qui serait un seul code, mais qui fait sur plusieurs éléments. Donc voilà, donc il n'y a pas tous les use cases qui ont encore été dévoilés. C'est pas encore dispo. J'ai regardé, ils mettent le lien pour aller sur le store. Donc il y a une page, mais il n'y a rien de présent pour l'instant. C'est un super élément. On sait qu'on est bloqué beaucoup sur les logiques de promo. Donc ça, on l'attend très vivement. Ouais. On n'a pas encore énormément de détails dessus, mais voilà, on verra ce que ça donne. On espère qu'il y aura aussi d'autres options que celles que je viens d'évoquer. L'autre élément que j'ai trouvé hyper intéressant, pareil, qui est pas encore, il y a une page dédiée avec un peu plus d'informations pour le coup, mais qui est pas encore extrêmement développée. Mais de ce qu'on en comprend, alors ça s'appelle Shopify Knowledge Base. C'est aussi une application qui est dans le Shopify Store, qui permet de générer en fait dans le back office de Shopify des questions pertinentes en fonction des questions qu'auront posées les questions dans votre chatbot. Donc c'est là où ça manque de précision. On ne sait pas si ce sera compatible avec Gorgias, Crisp ou ce genre de choses, mais je comprends que ce sera ça. Donc en gros, il va pouvoir se connecter avec votre agent IA, c'est ce qui est écrit dedans. Vous créez des FAQ automatisés en fonction des pertinences des questions des clients. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous déterminez des FAQ en fonction des connaissances produits que vous avez et ce que vous pensez être pertinent. Mais en fait,
ce système-là qui s'appelle Knowledge Base va venir faire évoluer cette FAQ en temps réel en fonction des questions qui sont posées. Donc ça, c'est les trucs intéressants autour de la FAQ. Et l'autre élément, c'est que ça va donner des statistiques sur les questions qui sont posées. C'est-à-dire quel est le niveau de satisfaction et de réponse en fonction des questions qui sont posées, etc. Donc ça vous donne quand même pas mal de données. C'est vrai que nous, sur la partie CRO, on travaille aussi sur analyser les avis, produits, etc. Mais c'est vrai que sur cette partie FAQ et les questions qu'ils pourraient donner à des agents IA, on a un peu moins l'accès à la donnée. Donc là, ça va être vraiment très très cool. Autre point, c'est sur la segmentation. Aujourd'hui, il existe des segmentations sur Shopify. Il y en a des nouvelles prêtes à l'emploi qui vont être faites, notamment sur l'historique des achats. Donc avec des segments spécifiques. Vous allez pouvoir aussi avoir une segmentation encore plus précise avec des dates plus précises. Donc par exemple, vous mettez dans la segmentation Shopify tous ceux qui ont acheté les 7 derniers jours avec tel comportement d'achat, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc ça, c'est cool. Très rapidement, c'est vrai que nous on a plutôt tendance à travailler sur Klaviyo, mais Shopify Mail a annoncé aussi une automatisation des templates email. Donc ça, vraiment très très cool aussi, c'est-à-dire voilà à peu près ce que je vais faire dans l'année. Il va te proposer des templates en fonction de pour Noël tu devrais faire ça, etc. En se basant aussi sur ce qu'il connaît de ton store. Donc c'est quand même très très puissant. Hein. Et dernier point, et ça c'est Thibaut qui l'a mis dans les notes en mode majuscule, alors à moins que ce soit un de vous, c'était le fait qu'il y ait des enregistrements en écriture des metafields via Shopify Form. Donc Shopify Form, c'est quoi ? C'est basiquement la partie inscription sur Shopify Form, de pouvoir prendre cette donnée-là des métafields et pouvoir l'écrire sur le compte client pour avoir plus de données et que ce soit automatisé. J'attends de le voir. On bosse sur un sujet avec Julien à ce propos et c'est la feature qu'on attendait pour pouvoir la résoudre. Voilà. Donc ça va pas mal nous aider et aider aussi pas mal de nos confrères à débloquer ce genre de situation où on avait du mal à attribuer des données supplémentaires aux clients automatisées, c'est-à-dire avec un remplissage du client directement. Donc ça va vraiment être top. Il y a des problèmes de sécurité là-dessus maintenant. Ça a été levé. Il y a d'autres points, mais on va passer rapidement dessus. Le 7e point, j'en ai parlé, c'est l'application Shop. On va pas en parler parce que on n'est pas trop sur le sujet et puis c'est pas trop utilisé en France. Je sais même pas si c'est dispo en France d'ailleurs, pour être très honnête, je me souviens plus. Donc on passe directement au point d'après qui est la partie B2B. Benjamin, c'est à toi encore. Ouais, alors premier point très important du coup, c'est la fusion entre le B2B et les marchés. Historiquement, le B2B est un marché, ensuite vous avez tous les autres marchés. Ça évolue un peu dans ce contexte des managed markets où du coup maintenant sur chacun des marchés, vous allez pouvoir créer des règles B2B dédiées justement à ces marchés. Donc super intéressant, un B2B US aura des règles différentes qu'un B2B Europe, etc. Donc ça c'est plutôt très cool. Pour les gens qui sont un peu stressés par la notion de TVA, des taxes, etc., il y a un espèce de petit moteur qui est actif maintenant pour valider justement officiellement vos numéros de TVA depuis Shopify, suivre un petit peu du coup ces différentes informations, s'assurer que vous êtes bon. C'est fonctionnel pour l'UE et pour le UK afin de réduire tout risque de non-conformité disponible via Shopify Tax, important à préciser. Des évolutions de Checkout Blocks qui vient aussi un peu plus s'interfacer avec la partie B2B pour définir des valeurs minimum et maximum sur les paniers ou commandes clients. Ça c'est pas mal. Ouais, les cartes cadeaux disponibles pour le B2B, 9 au cas où vous voulez offrir une palette de produits. Voilà. 9 nouvelles apps dispo pour le B2B, donc c'est principalement de la customisation, mais également, et ça je l'ai noté, en interface avec 2 solutions. La première, QuickBooks, qui est plutôt sur la partie compta, et également pour NetSuite. Voilà, donc si jamais vous utilisez ces 2 applications, connecteur natif, vous pouvez regarder pour le connecter directement avec... C'est cool. Est-ce qu'on sait si c'est directement Shopify qui a développé ces connecteurs-là ou c'est des agents... Aucune idée. Je suis pas allé creuser pour l'instant, mais on pourra le voir en effet en fonction de ce qui est demandé. En tout cas, ça a été fait en rapprochement sans doute avec eux dans tous les cas, donc c'est assez rassurant. Voilà, et du coup, il y a des évolutions également sur la partie Shopify collective, mais c'est en US seulement, donc on va éviter de trop se poser dessus pour l'instant. Ouais, carrément. Ça fait d'ailleurs longtemps que ça a été teasé, que ça existe aux États-Unis, toujours pas présent en Europe, en tout cas en France. 9e point sur les expéditions, et on aurait dû te prendre un verre d'eau parce que t'enchaînes, mais vas-y, tu peux y aller. Ouais, pas de problème. Premier point du coup sur l'application Shopify Order Prints, application native de Shopify. Il y a la possibilité du coup d'extraire, de sortir et du coup potentiellement d'imprimer des listes de préparation
livraison. Et ça, c'est assez pratique quand votre pôle logistique est à côté de vos bureaux. Vous avez la possibilité de suivre un petit peu la préparation de vos expéditions. Il y a la notion d'expédition fractionnée, mais je crois que j'en parlais un peu plus tôt lors de ce podcast. Donc on peut commander des produits en grande quantité, savoir que ça part en partie du stock qui est disponible ici, mais si on n'a pas tout le stock qui est dispo, automatiquement ça vient partir de l'autre entrepôt. Donc, est-ce que je sais pas si tu l'as dit sur la partie POS, mais il me semble, j'ai moins été dans les détails que vous, mais que tu peux aussi avoir une partie de la commande qui peut être en magasin et l'autre qui est livrée chez toi ou ce genre de choses. En fait, factuellement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la même chose, puisque du coup sur POS, tu vas avoir un stock en boutique et un stock qui va être présent plus loin. Donc en fait, en fonction de ce que tu fais, ça va être capable de questionner et selon les règles de fractionnement que tu mets en place, te dire ok, ça c'est mon premier stock et une fois qu'il est vide, je demande à l'autre stock là-bas. La possibilité de filtrer les informations dans les transferts, c'est vrai que les transferts c'est un peu un sujet qui était pas forcément très bien géré côté transfert Shopify. Transfert de stock, exactement. C'est un peu l'évolution parce que notamment POS, plus de boutiques, donc plus de stocks différents. Le fait de pouvoir faire des transferts et de faciliter la compréhension et l'usage, ça permet de rendre plus facilement natif ces modifications et d'utiliser plus Shopify que Stocky, par exemple pour ces différentes infos. La possibilité de suivre via un code barre les transferts de stock. En POS, du coup, on a la logique de code barre pour les clients, pour les commandes et pour pas mal d'autres éléments, mais un suivi de transfert, on ne l'avait pas. Là, on a la possibilité de venir scanner le transfert et on ne l'a pas testé, mais du coup, j'imagine d'avoir l'historique de tous les produits qui sont censés être pointés pour valider justement ce transfert. Et dernier point là-dessus, pour ceux qui utilisent Shopify Shipping, on a la possibilité de générer maintenant en bloc 250 étiquettes d'expédition. Ça, c'est pas mal. Moins galère. Ensuite, sur la partie opération, alors je sais pas exactement, tu vas faire une petite définition de ce que c'est parce que je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça comprend là-dedans, mais vas-y. Il y a pas mal de choses. En fait, ce qu'il faut se dire, opération, c'est surtout la compréhension de la gestion plutôt back-office de Shopify. Alors, je vais commencer à l'envers de nos notes, celui-là. Premier point, c'est sur Shopify Flow. Shopify Flow, vous suivez, on fait pas mal d'épisodes un peu dédiés là-dessus. Pas mal d'évolutions. Pour faire très simple, on va avoir des données d'exemple sur les variables. On va avoir des résolutions de problèmes qui sont détaillés. Si on crée des flows ultra complexes, on va avoir plus d'informations sur à quel moment le flow ne fonctionne pas pour le résoudre plus rapidement. Et également pour les plus dev et geeks d'entre nous, il y a l'amélioration du bloc for each qui est en fait une itération où on peut maintenant mettre des conditions un peu plus sophistiquées à l'intérieur de nos flows. Je vous ai entendu tout à l'heure comme quoi c'était vraiment un truc bien. Ouais. Voilà, et ensuite sur la suite des opérations, donc je le disais, plusieurs entités commerciales, on l'a vu juste avant, on a la possibilité de faire des remboursements avec les crédits en magasin. Ça aussi, c'est quand même très stylé. C'est au lieu de créer une carte cadeau, automatiquement la personne est créditée d'une cagnotte. Il faut vraiment comprendre le crédit en magasin comme une cagnotte. On fait un remboursement en cagnotte à utiliser du coup sur le site, à utiliser en boutique, c'est disponible et lié du coup directement au client. Ça c'est canon. Ouais. De fou. Ça évite aussi de perdre ton bon d'achat, ton machin. Exactement, c'est stocké au niveau client. Amélioration des rapports de performance par les Core Web Vitals. Voilà, c'est... on va pas oui, ça on l'a vu, Mathéus l'a teasé la semaine dernière. Hyper cool aussi, parce que ça se fait par page, alors que c'est vrai que historiquement, et tout le monde a tendance à regarder la homepage, alors que ça ne concerne pas du tout que la homepage. Donc ça c'est très très cool, ouais. Et encore plein d'autres fonctionnalités. Et vraiment, on va pas toutes les passer en revue. La seule qui peut être assez intéressante, sur laquelle on va regarder un petit peu, c'est l'App Store Migration. Alors, Simon, tu disais tout à l'heure qu'elle était déjà disponible. Alors, peut-être pas sous ce nom-là. Pour être très honnête avec toi, il y a très longtemps que je l'ai utilisé au tout début, mais je pense pas que ça s'appelait comme ça. C'était des trucs assez basiques sur... juste les clients et les produits, mais je sais même pas s'il y avait les commandes, etc. Là, ça a l'air d'être un peu plus poussé. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le reteasent. Ouais. C'est un peu comme le B2B d'ailleurs. Hein. Quand B2B avait été annoncé, en fait, il y avait déjà, je sais plus comment ça s'appelait, ça avait un autre nom, mais il y avait déjà un peu de B2B sur Shopify en réalité. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu le même rebranding du truc en mode, on avait laissé le truc de côté, on sait que c'est important, on s'est repenché dessus. Ouais. Mais j'ai pas regardé dans le détail exactement ce que Store Migration proposait peut-être en feature supplémentaire que de ce qu'ils avaient avant. Ouais, il faut regarder, à mon avis, ça va être
quand même, comme ce qu'on connaît à chaque fois, une version très courte avec peu d'éléments un peu custom présents dessus. Donc, ça permet de faciliter une migration simple pour les migrations avancées. Mais à voir, tu vois, par exemple, s'ils font les correspondances d'URL des anciennes vers les nouvelles, tu vois, ça, je suis pas certain que. Enfin, en tout cas, historiquement, ça existait. C'est pour ça qu'on s'en est pas trop servi ces dernières années. Ok, cool. T'avais d'autres points sur ce Non, c'est à peu près tout. Encore une fois, il y en a 50. Trop bien. Je suis fier de nous, les gars, parce qu'on est pas mal sur le timing. On va finir par les parties développeurs. Et je dis ça tout en regardant la partie développement qui a l'air énorme. On va essayer d'être succinct. Julien, si tu y arrives. Let's go. Ouais, alors on va commencer la partie dev. Alors, on va commencer avec le plus large. C'est la création d'une plateforme de dev dédiée à la création d'applications Shopify. Donc pas au store directement dédié, mais c'est les applications qui sont branchées sur Shopify. Donc il y a toute une nouvelle plateforme très jolie et avec un peu plus de no-code pour faciliter. Donc en gros, si nous on se dit on veut créer des applications pour nos clients, il y a une petite plateforme. Il y a un genre d'éditeur qui donne accès aux API. Tout ça visuellement c'est facilité et ça permet d'aider les développeurs. Autre chose, c'est on a la possibilité d'avoir une boutique de développement sur le store maintenant. C'était disponible, je crois que là, c'est peu importe le forfait du client pour tester du coup ces apps-là, pas le tester sur le site qui est live. Okay. Du coup, ça c'est hyper pratique. Et aussi, on va pouvoir accéder à l'API Shopify depuis point de vente. Donc pour la connexion entre les points de vente et les calls API vers Shopify, ça va aussi faciliter les connexions et la création d'apps en lien avec les points de vente. Trop cool. C'est parti, boutique en ligne. Boutique en ligne. J'attendais que tu me relances, mais... Ah non, vas-y. Faut être autonome là, on n'a pas le temps. Alors, sur la partie boutique en ligne, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser en détail, mais du coup on peut extraire les composants Shopify sous format HTML et l'injecter sur des sites qui ne sont pas des Shopify. Donc c'est des balises qu'on va venir injecter dans une landing page ou autre. Ok, donc ça c'est pour faire un peu de headless, c'est-à-dire qu'on pourrait injecter par exemple des product cards. Le code Shopify de la product card, on va pouvoir l'insérer et on va pouvoir ajouter un produit à un panier et la redirection se fait sur le checkout. C'est la version plus de Shopify Lite, c'est ça? On va mettre des product cards de Shopify sur des PrestaShop et des WooCommerce. Voilà. On annonce, c'est notre nouveau service. Voilà. Non, mais en effet, il y avait historiquement Shopify Lite qui était en fait, je sais plus, je crois que c'était $9 par mois. Et tu pouvais accéder au back-office de Shopify et mettre les CTA d'achat sur ton site qui n'avait rien à voir avec Shopify. Okay. Donc c'est la version au-dessus, quoi. Plus ouverte, quoi. Ouais. Et du coup, ça va. Ouais, ça. Bon, après, je vois pas l'intérêt de ouf. En mode un peu urgence de je veux mon site est un peu pété, je veux rajouter des trucs, ça peut le faire, mais c'est vrai que. Bon, voilà. Bref. Je parle tout seul. C'est. On va passer au point suivant. Nouveau point, c'est la création d'agents IA. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les agents IA. C'est un peu... tout le monde a ce mot-là à la bouche depuis quelques mois. Sont des intelligences artificielles qui sont quasiment autonomes. On leur demande de faire une tâche. Ils réfléchissent par eux-mêmes. Ils trouvent si ça ne marche pas, ils trouvent un plan B. Ils essayent plusieurs fois. Voilà. C'est l'automatisation plus l'IA, c'est des agents IA. Ça, c'est pour le côté client, c'est-à-dire acheteur, ou c'est dans le côté back-office ça alors ça va être... c'est pour les visiteurs du site. C'est pour les visiteurs. Ouais. Mais du coup, ça va être paramétrable de notre côté. C'est-à-dire que nous, en tant que dev, on va pouvoir décider de lui donner certains paramètres pour qu'il réponde d'une certaine façon. Ouais, voilà. Il est capable de créer des paniers, par exemple. Il peut répondre à des utilisateurs. Après, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Gorgias ou Crisp. Je sais pas à quel point ça peut se mélanger tout ça, mais voilà, ce point-là est accessible, voir le tester, quoi. Autre point, c'est la mise à jour du cart API en Ajax. Pour permettre aux clients d'utiliser les codes promo, comme je disais tout à l'heure, dans le point 1 au panier ou le drawer. En fait, ce point-là, il était assez en attente de tous nos clients et puis les clients ne comprenaient pas forcément pourquoi il n'était pas accessible dans le site même et pas dans le checkout. C'est parce que le cart API nous permettait pas de le faire, tout simplement. Le checkout et le panier du site ne fonctionnent pas sur le même API.
Ouais. Donc, voilà. Donc il fallait utiliser des apps externes pour Des pouvoir apps gérer, externes ou faire quelque la chose donnée, de ouais. custom, c'était pas forcément hyper fluide. Donc maintenant c'est possible. On va dire que le cart et le checkout, il est quasiment identique maintenant, si on peut dire. Il y a aussi, alors dans mon premier point, je parlais des 10 nouveaux thèmes qui ont été proposés par Shopify. C'est des thèmes clés en main, en fait, qu'on peut utiliser directement. Mais il nous propose aussi un thème squelette. Il s'appelle le Skeleton thème. Du coup, celui-là, il est pour faciliter les agences à développer leur site custom. Alors, il est complètement vide. Je suis allé le voir et le tester. Il est dénudé de tout ce qui est disponible, par exemple sur un Dawn, qui est quand même qui a quelques petites contient options. des petites options. Du coup, il n'a rien, ce thème. Il est fonctionnel, mais il n'a rien. C'est un peu comme un thème nu avec un petit tuto. Il faut tout créer soi-même. Tout est à faire, mais du coup, c'est pratique. C'est un framework qui est mis à disposition pour pouvoir s'assurer la compatibilité de ton thème avec Shopify, les mises à jour, etc. Mais il fournit aucune option visuelle en tout cas. Zéro. Il y a vraiment la base, quoi. Il y a zéro option. C'est juste, il faut tout créer de zéro. La logique, les sections, les blocs, enfin tout est à créer. Il n'y a pas de base sur laquelle se reposer. Donc ça peut être bien parce que souvent on se dit, on prend une base de thème, on enlève tout. Il y a des trucs qui communiquent plus. Donc voilà, ce thème. J'ai un challenge pour vous deux. Du coup, après ça, l'objectif c'est d'utiliser le thème Skeleton et de construire un thème complet simplement avec l'IA Shopify pour créer les sections custom. Ouais, bon, on fera ça un autre jour. Mais ouais. Mais ok. Du coup, les points d'après, mise à jour de l'API Market, c'est catalogue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point? Mise à jour de l'API Market. Écoute, j'ai pas creusé en détail ça. Okay. C'était peut-être une note de Thibaut, c'est pour ça? Ouais, je pense que c'est Thibaut. C'est pareil, je pense que c'est tourné sur l'accessibilité de cette API-là, qui est pas... Pour des raisons de sécurité, il y a plein d'API Shopify qui sont fermées aux développeurs. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je vais en parler à Thibaut. Je vais voir si c'est ça. Donc, on va le surveiller. Ok, ça roule. Les autres points, c'est... On peut en passer. Il y a trop de points. C'est les plus importants ont été dit. Ça marche. Est-ce que Ben, t'avais des choses à ajouter avant qu'on se quitte? Je pense qu'on a fait un assez bon tour. Ou allez voir, parce qu'on n'a pas parlé du 12e point. Il y a un petit jeu rétro assez stylé en lien avec l'édition qui est assez fun. Voilà. Et il y a déjà eu des records dans la team qui ont été faits. Je crois qu'il y en a un 1,47 qui a été fait. Voilà. Donc si jamais vous nous battez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec votre score. Écoutez, merci les gars, merci beaucoup d'avoir tout analysé là, en mode méga speed. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire si vous êtes sur YouTube. Sinon à nous écrire directement, n'hésitez pas, on est aussi dispo sur LinkedIn. Et puis si vous mettez une petite étoile, un petit like sur cette vidéo ou ce podcast que vous écoutez, ça nous fera très plaisir et ça nous encouragera à en faire d'autres. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt tout le monde. Salut les gars. Merci. Ciao.